Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h. Au sommaire, la sérénité retrouvée et le soulagement pour les organisateurs du rallye Monte-Carlo. L'épreuve aura bien lieu. Son directeur, Christian Tornator, sera avec nous depuis Gap, où aura lieu jeudi le départ de la 89e édition. Après les Hautes-Alpes, nous nous rendrons en plein cœur de l'Atlantique pour y retrouver Boris Herman. Les navigateurs en tête de la course du Vendée Globe Challenge sont dans un mouchoir de poche et le skipper du Sea Explorer Yacht Club de Monaco est toujours très bien placé. Il nous expliquera comment il gère cette dernière ligne droite. La gestion des déchets est un enjeu majeur en matière de développement durable. Nous vous expliquerons comment s'opère le tri et vous emmènerons découvrir les installations de l'usine de valorisation des déchets située à Fontvieille. Et pour débuter ce journal, ce premier point info, alors qu'une nouvelle phase du programme de vaccination a commencé, le ministre d'État s'est fait vacciner, Christine Datomel. Oui, effectivement, Pierre Dartout l'avait annoncé. Dès que son tour viendrait, le ministre d'État se ferait vacciner. Eh bien, c'est chose faite. Ce mardi matin, il était au centre de vaccination, accompagné du secrétaire général du gouvernement et du ministre de l'Intérieur, Robert Coll et Patrice Célario, ont eux aussi reçu leur première injection à l'espace Léo Ferré. Ces vaccinations officielles inaugurent la nouvelle session ouverte au public, âgés de plus de 65 ans, mais aussi aux personnes sensibles présentant des risques majeurs pour la santé. Je vous rappelle un seul numéro de téléphone pour s'inscrire, le 92 05 55 00. Un petit élève de l'école maternelle Stella a été testé positif à la Covid-19. Oui, suite à une contamination dans le cadre intrafamilial, le petit écolier âgé de 3 ans a été mis en éviction scolaire conformément à la procédure préconisée par les autorités sanitaires monégasques. Les tests PCR n'étant pas pratiqués auprès des élèves de maternelle et ces derniers n'étant pas soumis à l'obligation du port du masque en raison de leur jeune âge. Par principe de précaution, l'ensemble des élèves de la classe concernée ont été placés en éviction scolaire dès ce mardi. Les enfants pourront donc retourner à l'école lundi prochain. Et puis nous apprenons ce soir que par mesure de précaution, une seconde classe de maternelle a été fermée à titre préventif jusqu'à mardi. Depuis le mois de septembre dernier a été lancé un large programme de rénovation des fenêtres du parc immobilier privé. Oui, Patricia, si vous souhaitez changer vos fenêtres, eh bien, c'est le moment. Un programme qui s'inscrit dans le cadre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de maîtrise de la demande en énergie. Une subvention est donc allouée aux personnes souhaitant améliorer le confort thermique de leur habitation ou de leur local à usage mixte. Le remplacement des fenêtres en simple vitrage est alors remplacé par un double vitrage, voire même un triple. Une manière aussi de soutenir le tissu économique local, le dispositif favorisant le recours à des entreprises de la principauté. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur l'espace particulier ou l'espace entreprise du service public du portail officiel du gouvernement princier. C'est noté. Et alors que les épreuves sportives ont bien du mal à être maintenues en raison du contexte sanitaire, le rallye Monte-Carlo, lui, aura bien lieu. Tout se met en place pour le départ jeudi. Un départ qui aura lieu à Gap où nous rejoignons le directeur de course. Bonsoir Christian Tornator. Bonsoir Patricia. Il vous a donné des sueurs froides ce rallye 2021. À 2 jours du départ, est-ce que vous êtes serein? Plus de doutes, plus d'incertitudes? Effectivement, on est beaucoup plus serein, on est beaucoup plus calme, je dirais même presque décontracté. Les concurrents sont en train d'arriver, les écuries professionnelles sont déjà là, les voitures pas encore, mais elles commencent à être vérifiées techniquement. Et c'est vrai que depuis qu'on a l'autorisation qui est arrivée vendredi à 20h12 exactement, de faire l'épreuve, on est calme. Maintenant, on est impatient de démarrer dans l'action. Oui, ce qui a rendu les choses très compliquées, on le sait, c'est la Covid-19. Comment allez-vous intégrer cette donnée? Nous avons vu le dépistage massif des commissaires dimanche à l'espace Léo Ferré, mais quelles sont les mesures sanitaires au quotidien qui vont accompagner le rallye? Alors, tout simplement, sur Gap, toutes les personnes qui peuvent pénétrer devront avoir accepté les conditions protocolaires liées au Covid. Donc, il a fallu écrire à la Fédération internationale que la personne soit acceptée. Une fois qu'elle est acceptée, il faut s'engager à respecter, bien entendu, les obligations. Et depuis aujourd'hui, 0 heure exactement, toutes les personnes qui rentrent dans ce secteur doivent avoir
bien entendu, été testée négative. Donc, attribuer un bracelet reste accroché au bras pendant les 4, 5, 6 prochains jours. Après, toutes les personnes sont vérifiées au niveau température quand ils rentrent dans la zone et bien entendu porter le masque qui est la moindre des choses, sans parler d'éviter les embrassades comme on dit et les serrements de main. Et une fois que ces personnes sont rentrées dans cette bulle, ils sont tous ensemble et ils sont tous dans les mêmes conditions. Donc voilà les conditions. Et je regrette pour les journalistes, mais eux ne peuvent pas rentrer dans la zone. Je crois qu'il n'y a que 3 journalistes accrédités pour pénétrer dans le parc d'assistance. Vous l'avez dit, les participants sont en train d'arriver, mais est-ce qu'ils seront tous là? Il n'y a pas eu de défection en fonction des pays d'origine et des contraintes? Pas pour les contraintes, apparemment il y a eu 7 défections, un petit peu plus, puisqu'on va partir à 79. On avait maximisé en espérant avoir 90 concurrents, et on les avait. Et puis petit à petit, ça s'est un peu délité, et on a perdu quelques concurrents, certains pour Covid, mais on a demandé quand même les certificats médicaux, mais il est certain que quelques-uns ont pu être victimes du Covid, et donc on en a perdu quelques-uns, mais on partira jeudi à partir de 13h10 à 79. Christian Tornator, vous n'avez pas le choix, mais en rallye sans public, c'est un peu un crève-cœur. C'est vrai que le public, on s'est habitué, même s'il fallait le gérer. Le public avait bien progressé, il avait bien obéi ces dernières années, donc on le surveillait et il était respectueux des consignes. Et c'est vrai qu'on va les laisser en bordure de la route, c'est un peu le cas d'ailleurs, pour voir les voitures. Le seul moyen, ce sera de se masser, peut-être pas trop près, mais en tout cas d'être sur les trottoirs et dans les carrefours pour voir passer les voitures, parce que dans les épreuves spéciales, ça sera impossible. Quoi qu'il en soit, après de nombreux changements de parcours, nous y sommes. Est-ce que l'on peut revenir sur les grandes lignes de l'épreuve cette année et les différentes spéciales? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, jeudi, on va démarrer par 2 spéciales qui sont dans le Dévoluy et dans le Val-Gaudemar, donc typiquement haute-alpine. On va terminer dans le Champsaur. Alors, elles sont de jour, celles-ci sont de jour, puisque la première est vers 14h, la deuxième vers 15h. Le lendemain, on est en Drôme, donc exclusivement avec 3 épreuves spéciales entre Aspremont, la Bâtie des Fonds, Chalancon, Gumiane et Montauban-sur-Ouvèze, Villebois-les-Pins. Donc 3 spéciales qui, encore hier, étaient complètement enneigées, donc ça va donner un petit peu de spectacle. On les fera 2 fois dans la journée de vendredi. Le samedi sera sur la partie nord du département des Hautes-Alpes et sur la partie nord du département des Alpes d'Haute-Provence avec la Bréole-Selonnais et Saint-Clément-Fressinière, des spéciales qu'on a déjà faites l'année dernière. On redescendra sur Monaco en fin de journée puisque les premières voitures devraient arriver vers 16h en principauté. Et dimanche, on a 4 spéciales, c'est-à-dire 2 fois 2 entre Géthénier, La Penne et Briançonnet, Entrevaux, avec Briançonnet-Entrevaux comme Power Stage pour finir le rallye à 12h08 sur les réseaux, sur les antennes de télévision également. Voilà, c'est de l'inédit. Et les forces en présence, sans être devin, qui attendez-vous sur le podium cette année? Je pense que c'est un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'entre Tanak, Ogier, Evans et Neuville, ça va être une bataille au couteau. Et les conditions vont être très particulières parce qu'au niveau météo, on a apparemment un redout qui arrive sur la France en général et sur les Hautes-Alpes en particulier. Donc, il va y avoir un terrain très mixte. Et comme ils se sont tous entraînés sur la glace et sur la neige, on va forcément avoir des surprises, sans parler des éventuelles sorties de route qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Et on suivra ça avec grande attention. Christian Tornator, le directeur de course du 89e rallye Monte-Carlo en duplex de Gap, où sera donné jeudi le départ de l'épreuve. Merci. Merci Patricia, à bientôt. Intéressons-nous à présent à la gestion des déchets. Elle revêt un caractère particulièrement important à Monaco, où l'accent est mis sur le nécessaire développement durable. Vanessa Dessy et Jean-Alexandre Dorde nous emmènent à l'usine de valorisation de Fontvieille pour nous en faire découvrir son fonctionnement, notamment en matière de tri. Précurseur en la matière, la principauté sensibilise la population depuis de nombreuses années au tri sélectif. Les enjeux environnementaux du traitement des déchets sont aujourd'hui primordiaux. Les performances de recyclage augmentent d'année en année et permettent d'économiser des ressources naturelles. On a une particularité, c'est que nous sommes une usine, on va dire, qui traitons les déchets pour faire de la valorisation énergétique.
Donc, ce qui veut dire que le tri sélectif et le recyclage se fait en amont du site, principalement. Pour stopper toute rumeur qu'il pouvait y avoir aussi, on va dire, par le passé, c'est vrai qu'aucune des bennes, on va dire, de la SMA qui transporte du tri sélectif ne vient ici à l'usine. Tout est exporté côté français principalement. Sur site, par contre, ce que l'on peut faire et ce qu'on fait, c'est qu'on récupère aussi les ferrailles des entreprises et des particuliers, ainsi que les batteries. La principauté dispose d'une cinquantaine de points d'apport personnels en surface ou souterrain pour trier les déchets dans des conteneurs. Le gouvernement princier met tout en œuvre pour simplifier le tri afin de permettre une meilleure valorisation des déchets ménagers. Pour les ménages, la plus importante, c'est la poubelle jaune, puisqu'elle est destinée à recevoir les emballages ménagers recyclables et le papier. Il y a également les poubelles vertes, dites vertes, qui concernent donc les usagers, mais aussi tous les cafés, hôtels, restaurants, puisque ces poubelles sont destinées à recueillir le verre d'emballage, donc les pots, les bouteilles, les bocaux. Un troisième flux que l'on collecte de manière séparée, c'est le carton brun. Donc là, on a des collectes qui sont plutôt réservées aux entreprises en soirée et en journée aux commerçants. Durant la période de confinement, la Société monégasque d'assainissement a constaté une chute des gisements de verre au profit du carton. Le bilan s'explique avec la fermeture des bars et restaurants et l'augmentation des commandes en ligne chez les particuliers. Pour les navigateurs du Vendée Globe, l'arrivée n'est plus très loin. Les leaders sont à un peu moins d'une dizaine de jours de navigation des Sables d'Olonne et la course en tête est extrêmement serrée. Les positions changent parfois d'heure en heure et à ce petit jeu-là, le skipper du Sea Explorer Yacht Club de Monaco tire plutôt bien son épingle du jeu. Tout reste possible pour Boris Herman qui est avec nous en duplex depuis l'océan Atlantique. Bonsoir Boris. Bonjour. C'est une fin de course totalement folle. Quel suspense en tête. Alors on a tout d'abord envie que vous nous expliquiez les choix de trajectoire, de route. Certains ont résolument mis le cap à l'ouest, d'autres étaient plus à l'est, ils reviennent à l'ouest. Pourquoi ces différents choix? Vous cherchez le vent? Bon, je sais pas qu'est-ce qu'ils pensent les autres. Bon, moi j'avais visé une passage du Poteau Noir. Je pense que c'était pas mal. Et voilà. Souvent, si tu es un timing un peu différent, ça change aussi ta trajectoire beaucoup. Donc les autres, ils ont été 50 ou 100 000 derrière à l'entrée du Poteau Noir, donc ils ont trouvé une autre route. Ils ont plutôt choisi de suivre aussi celui qui a passé le mieux, qui était Charlie, par chance je crois, mais je suis pas sûr. Et maintenant, on essaye d'aller vite auprès, mais chacun trouve son angle du vent qui va bien, et pour moi là c'est autour de 65-70 degrés au vent, et si le vent tourne à droite, je vais aussi tourner à droite, donc plus nord. Mais on n'est pas volontairement ouest là, c'est juste parce qu'on peut pas aller vite à la fois et se positionner est. C'est tellement serré que l'on vous imagine à chercher en permanence chaque minute la meilleure route, pied au plancher pour reprendre un terme automobile. C'est le cas. Vous êtes sous pression, Boris? Oui, bien sûr, je sens une certaine pression. Et c'est l'opportunité de pouvoir performer sur ce Vendée Globe qui met la pression. Si je serais derrière, j'aurais moins de pression, c'est sûr. Mais chaque jour est très différent. Il y a avant-hier et hier matin, j'ai vraiment souffert parce qu'il n'y avait pas de vent dans le Poteau Noir et c'était très difficile. Et là, je souffre parce qu'il y a des conditions difficiles, rudes, avec presque trop de vent. Et j'ai peur de casser encore. Et bon, c'est l'heure de finir ce Vendée Globe pour moi. Alors, vous nous annonciez Fatigué. la semaine dernière une arrivée possible vers le 28 janvier. C'est toujours d'actualité? On est toujours dans ces eaux-là? Oui, le 28, c'est ça. C'est toujours ça, le 28. Donc 9 jours et quelques pour y arriver.
Boris, il y a eu plusieurs passages mythiques et qui certainement sont des objectifs au départ, hein, le cap de Bonne-Espérance, le cap Lewin, le point Nemo, le cap Horn et ce week-end l'Équateur. Est-ce qu'en franchissant l'Équateur, vous vous êtes dit « Bon, maintenant c'est presque la fin, je rentre à la maison et j'essaie de tout donner pour rester dans le peloton de tête ». J'essaie toujours de tout donner, mais il y a vraiment le cœur de notre métier, c'est de trouver la balance entre casser le bateau et aller vite. Et c'est vrai aujourd'hui, plus que jamais, parce que là, on peut facilement casser les bateaux, je pense, dans ces conditions. Donc, toutes ces caps et l'Équateur, ça me touche pas grand-chose, honnêtement. Ça m'a touché pas grand-chose. Je ne l'ai même pas vraiment remarqué. C'est plus la sortie. La chose qui m'a rendu heureux, c'était la sortie du poteau noir, qui était vraiment cette nuit. Sur les photos satellites, on peut voir que là, le ciel est dégagé. Et là, je suis vraiment dans le régime de l'Alizé. Et malheureusement, l'Alizé est très instable. Et il y a des risées forts où j'ai trop de voiles et il y a des molles où je suis bien avec mes voiles, mais c'est difficile de négocier ces conditions. Depuis hier, je souffre encore. Merci Boris Herman pour nous permettre de vivre d'aussi près votre course. Salut à tout le monde. Christine Datomel nous a rejoint pour un nouveau point info sport et culture. La Monaco Run, tout d'abord, n'échappera pas aux règles sanitaires en vigueur. Si vous souhaitez participer à la Monaco Run, dont le départ sera donné à 9 h le dimanche 14 février sur le port Hercule, eh bien sachez qu'il faudra présenter obligatoirement un justificatif d'un test PCR négatif effectué entre le jeudi 11 et le samedi 13 février, soit moins de 72 heures avant le départ pour se voir remettre le dossard de participation. Et puis le retour sur scène d'Hassan de Monaco. Oui, l'infirmier humoriste Hassan de Monaco se produira samedi 23 janvier à 15 h au Théâtre des Variétés Patricia. Alors pour réserver vos places, un numéro de téléphone, il s'affiche dès à présent en bas de votre écran. Et puis sinon, une escapade d'humour à partager entre amis ou en famille, mais masquée bien sûr, ça ne se refuse pas. Depuis 2015, la maison de vente aux enchères Arcurial a ouvert une branche à Monaco. Chaque année, 2 grands rendez-vous sont proposés aux acheteurs de la région, en hiver, puis au mois de juillet, autour des collections luxe de la maison. Alexandra Pagnier et Sylvain Péroumal se sont rendus à la première vacation de cette année. 13 000, dernière chance, Martin, j'adjuge 13 000, avec Louise. C'est pour vous, Louise, adjugé 13 000. Le coup de marteau du commissaire-priseur lance les vacations d'hiver de la maison Arcurial, un rendez-vous devenu incontournable en ce début d'année en principauté, et une première vente consacrée à la maroquinerie de luxe. Dior, Louis Vuitton, Chanel et pas moins de 60 modèles de la marque Hermès. Le luxe à la française fonctionne toujours très bien. Ils attirent l'œil dès notre entrée dans la salle d'exposition. Les 2 vacations joaillerie proposent 370 lots, bagues, bracelets, colliers, matières précieuses, créations originales ou modèles plus discrets. Et fait rare, une collection regroupant 100 trésors appartenant à la même propriétaire sera également présentée. Donc Cartier, Tiffany, Garhardt, Asprey, Marina Bay. Donc là, c'est aussi difficile de choisir des pièces. Mais il y en a même 2 en particulier qui sont la plus belle. C'est un collier de la maison Cartier qui est une suite de panthères tout en diamant. Donc là, c'est la plus belle pièce, c'est magnifique. Et ensuite, une pièce qui me touche un peu plus à cœur, c'est une toute petite enveloppe, également de la maison Cartier, dans laquelle il y a un petit message secret. Donc ça, c'est un peu coup de cœur. Ou encore une bague sertie d'un diamant jaune de plus de 29 carats, estimée entre 380 000 et 420 000 euros. Des enchères qui s'adressent, quoi qu'il en soit, à tous les budgets, tout comme du côté horlogerie. Une première vacation a été consacrée à l'horlogerie de collection masculine, alors que depuis 7 ans maintenant, les montres femmes ont leur propre catalogue. Il y a un très large éventail de prix, entre 500, ça commence à 500, jusqu'à 20 30 000 euros. À 500, vous pouvez avoir une montre Chanel. Vous pouvez avoir pour un tout petit peu plus une montre de la maison Piaget en platine et avec un cadran en pierre dure.
Vous pouvez également avoir une Rolex dans les 2000 et dans les 1000 euros, tout un panel de montres très intéressantes et très ravissantes. Chez les hommes, par contre, les budgets sont un petit peu plus hauts, j'imagine. Un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut. On a, vous avez pu découvrir la couverture de notre catalogue. C'est une montre de la maison Patek Philippe que le propriétaire nous a confiée, qui est dans la même famille depuis 1945, c'est-à-dire la date de son acquisition. Donc elle est dans une gamme de prix un peu plus élevée puisqu'elle est estimée entre 300 et 600 000 euros. Les ventes aux enchères ont su s'adapter à la crise liée à la Covid-19 en développant notamment le service de vente en ligne, un service que propose la Maison Arcurial et permet parfois de franchir le cap lorsque l'on est novice. Alors si vous êtes tenté, il vous reste encore quelques vacations pour faire vos jeux. Passons aux prévisions météo. Mercredi, le temps sera couvert au programme de la pluie, des orages et du vent. Alors, avis aux surfeurs, surveillez de près la houle, elle risque de se lever en cours de journée. Et puis sinon, du côté de température, comptez 6 degrés pour les minimales et 10 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 7h56 et se couchera à 17h25. Mercredi 20 janvier, nous fêterons les Sébastiens. Saint-Sébastien, le saint patron des carabiniers du Prince. Ce journal touche à sa fin. Nous allons nous quitter avec des photos de Manuel Vitali prises lors du début des ventes aux enchères hivernales de la maison Arcurial. Nous nous retrouvons demain à 19h pour un nouveau journal. Merci de nous être fidèles quotidiennement. Très belle soirée à tous.